J'ai beaucoup de plaisir à être ici. Je vous remercie. Je remercie professeur Belkhadir, professeur Agna et toutes les personnes qui m'ont permis aujourd'hui d'être là et de partager avec vous un moment sur les sous stress, puisque c'est 15 minutes, un moment sous stress sur les aspects psychosociaux du diabète. J'ai rajouté sociaux parce que la psychologie de la personne, elle se fait dans un environnement, elle se fait dans un contexte et elle se fait sous un regard. Donc, on va en parler. Quand on parle de diabète, et ça, diabète et nutrition, vous en parlerez mieux que moi, ça c'est sûr. Quand on parle de diabète, on parle de changement de vie, on parle d'adaptation, on parle de deuil, d'une vie antérieure, on parle de beaucoup de choses qui sont inhérentes non seulement à la personne, au contexte, et puis au regard social. Le pivot principal, ça reste quand même le stress, d'un point de vue neurophysiologique ou neurobiologique. Non seulement d'un point de vue pathologie somatique, mais aussi, comme on va le voir, d'un point de vue totalement psychosomatique aussi, c'est-à-dire les manifestations qui sont entre la psyché et l'organique, et puis toutes ces pathologies de décompensation qui sont les troubles anxieux, les troubles dépressifs, où les taux sont particulièrement élevés dans les populations de diabétiques. Alors, on sait que les Marocains souffrent de dépression et d'anxiété de manière importante. Alors, qui est l'œuf? Est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Est-ce qu'une personne anxieuse serait plus amène à faire un diabète type 2? Vous me répondrez. Ou un diabète type 1. Est-ce qu'une personne avec une personnalité obsessionnelle et quelques aspects anxieux, parce qu'il n'y a pas toujours de la pathologie, il y a souvent des traits de personnalité, et les traits de personnalité sont amènent à pouvoir, si vous voulez, tirer la sonnette d'alarme et voir quelle sorte de personne ou quelle personne serait amène à faire justement toutes ces pathologies organiques liées au stress et qui finissent par ce qu'on appelle le burn-out, entre guillemets, d'un point de vue d'adaptation, syndrome d'adaptation générale, et finissent par nous faire aussi des décompensations d'un point de vue psychiatrique. Alors, vous voyez bien la partie émergente de l'iceberg. Quand vous annoncez un diabète à un patient, c'est tout le côté justement psychosocial. Il y a d'abord cette nouvelle. Qu'on le veuille ou non, dans notre société, on est extrêmement stigmatisant, on est dans une société violente par rapport à la maladie. On est beaucoup dans le tabou, et puis de toute façon, quand on parle de diabète, on parle de tard. Donc déjà, c'est assez particulier. Et qu'on le veuille ou non, on n'a pas un taux d'alphabétisme sanitaire extrêmement élevé, et des fois, la maladie est perçue pour certaines personnes. Moi, j'ai déjà eu une dame, quand même enseignante, qui me disait « Ouais, personne ne va vouloir m'épouser ». C'est assez particulier. Est-ce que je le dis? Est-ce que je le dis pas? Est-ce que je le cache? Et j'ai eu une patiente aussi très anxieuse, comme on dit chez nous, hara, très obsessionnelle, avec une très belle carrière, qui a vécu 11 ans sans parler de son diabète à son mari. Donc c'est assez particulier. On dit qu'il y a une levée de tabou et qu'on parle de certaines pathologies facilement, mais quand on vient au corps à corps avec toutes les pathologies chroniques, où il va falloir une adaptation sur le long terme, c'est plus difficile. Donc c'est un modèle plutôt biopsychosocial. On va essayer d'aller le plus rapidement possible parce que j'avais prévu plus de temps. Donc quand on parle de stress, en fait, moi j'aime bien parce que je pense que la médecine générale arrive encore à pouvoir... on a tellement été dans la médecine d'organes que c'est difficile de pouvoir générer les choses. Vous voyez bien, c'est très simple, c'est les phases du syndrome général d'adaptation, la phase d'alarme, la phase de résistance, la phase de chronicité, ou phase d'épuisement, que moi j'adapte par rapport aux troubles anxio-dépressifs particulièrement. Donc vous avez cette phase d'alarme qu'on connaît bien, d'accord, et que vous connaissez mieux que moi, et la relation directe des catécholamines avec les difficultés particulières de pouvoir, on va dire, avoir une glycémie comme il faut pour un patient diabétique. Vous avez cette phase de burn-in ou de résistance où la personne résiste, et là vous avez tout le côté psychoéducation, non seulement par rapport au diabète, mais tout simplement par rapport au mode pilote automatique, charge mentale, stress dans la vie, parce que ce sont des personnalités particulières. Vous avez une déplétion en dopamine et en sérotonine, et à ce moment-là, quand vous passez dans la phase de chronicité, la phase d'épuisement pour quelqu'un qui n'a encore rien, vous avez le fameux ratio cortisol DHEA qui est directement lié au syndrome métabolique et qui est concomitant de la baisse de sérotonine et des troubles anxio-dépressifs. Donc pour aller assez rapidement, moi j'aime bien parler aussi des profils de personnes. Vous avez les profils dopaminergiques et sérotoninergiques. C'est intéressant dans un cadre de prescription parce que tout le monde, tous les patients ne vont pas aller chez le psychiatre pour être pris en charge pour un trouble anxieux ou dépressif.
Donc, quand vous avez un profil dopaminergique, vous avez plus de fatigue, vous avez un sommeil non réparateur, on trouve aussi le syndrome des jambes sans repos. Le besoin de stimulants, c'est des personnes qui vont prendre par exemple 10 tasses de café par jour, qui sont tout le temps en train d'essayer de se booster, ou vers 17 heures, ils ont envie de sucre, ça on va en parler. C'est tous ces besoins addictifs de sucre vers 17 heures, beaucoup chez la femme, d'accord, de plus en plus avec la charge mentale et les dépressions d'épuisement, particulièrement. Et donc, la baisse de motivation, de désir et d'envie. Parce que la dopamine, ce qui est touché en général, c'est la sphère sexuelle. C'est-à-dire, on n'a pas d'envie. Et on n'a pas d'envie, on n'a pas de plaisir. Vous n'avez pas les syndromes dépressifs ou anxieux tels qu'on les lit. Ça, c'est une personne qui réagira jamais bien à un antidépresseur sérotoninergique, comme on connaît. C'est une personne à laquelle il faudra plus donner un dopaminergique. Comme le bupropion, par exemple, qui n'est pas classique. Je suis désolée, je vais directement sur les... qui n'est pas classique. Et ce sont aussi les profils de personnes qui sont en général génératrices d'addiction au sucre et de troubles du comportement alimentaire. Particulièrement les binge eating disorders qui font partie du night eating syndrome. C'est-à-dire c'est les personnes qui vont se lever la nuit et qui vont avaler des grandes quantités de sucre et puis aller se rendormir. Et il y en a même qui vont vous dire qu'elles ne se rendent pas compte quand elles se lèvent. Parce qu'il y a des personnalités, c'est surtout les femmes, des personnalités histrioniques, qu'on disait avant hystériques, qui vont vous dire assez anxieuses et assez particulières. Et la restriction cognitive avec la pathologie ne va pas aider. Parce que ce qui se passe sur une personnalité à tendance dopaminergique, vous allez lui dire qu'elle a un diabète, elle doit prendre un traitement, il y a des règles d'hygiène, il y a des règles de vie, il y a un changement de vie, il y a un deuil d'une vie antérieure, donc il y a tout un trouble d'adaptation qui normalement est normal, qui va durer quelques mois, qui ne doit pas dépasser 6 mois, parce que c'est à ce moment-là qu'on tombe dans la pathologie. Et cette période-là, elle est difficile pour une personne dopaminergique. Dans quel cadre? Ce sont des personnes qui ne supportent pas la restriction cognitive. C'est des personnes qui ne tiennent pas un régime alimentaire. Au contraire, c'est des personnes qui vont être dans la loi du tout ou rien. C'est un profil d'addict. Donc quand vous allez leur dire le sucre, il ne faut pas, même s'ils n'en mangeaient pas beaucoup avant, on va voir plus que ça. C'est assez particulier et il y a un côté biologique là-dedans. Bon, je vais vite citer le côté sérotoninergique qui est beaucoup plus facile, où là, on a plus des troubles anxieux généralisés qui sont associés à la maladie, des TOC, où on va vraiment faire très attention. Ils vont venir vous voir tous les 15 jours pour être bien sûr que tout va bien. Ils vont vérifier leur glycémie 20 fois par jour. Donc, c'est plus facile en matière d'observance, mais il y a une anxiété qui est supérieure et ce sont des personnes qui s'épuisent parce qu'elles veulent trop bien faire. Donc, elles respectent tellement qu'on est dans une sorte d'excès. Alors, l'effet du stress sur la glycémie, ça vous le savez, je ne vais pas me risquer à l'expliquer parce qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus amènes à le faire que moi. En tout cas, il est important quand même de faire le lien. Le lien entre diabète et société. Alors, on est une société traditionnelle qui est passée dans la société postmoderne. On a beaucoup d'injonctions contradictoires. Alors, quel est le lien avec le diabète, vous allez me dire? Pourquoi parler de ça? Tout simplement, dans la société traditionnelle, le sucre, c'est le sein maternel. D'accord? Quand un enfant crie, on lui donne du sucre. L'adulte aussi prend pas mal de sucre, c'est assez particulier. Le marafach on lui donne du sucre et de l'eau. Donc, vous savez, il y a des choses quand même traditionnelles, ancrées. Et quand je parle de sein maternel, je parle d'un point de vue psychanalytique. Donc, quand vous retirez le sucre à quelqu'un, vous lui retirez le biberon, entre guillemets, qui est permis. On met beaucoup de sucre partout. La chose sucrée, c'est quelque chose de doux. C'est quelque chose qui nous rassure, c'est quelque chose qui apaise. Donc, retirer quelque chose qui traditionnellement a une saveur de notre enfance ou a une saveur protectrice, c'est difficile pour la personne, de manière inconsciente. C'est très difficile pour la personne. D'un autre côté, on est dans une société postmoderne, on a traversé de manière très rapide, et on a les inconvénients des deux. Donc, on a les inconvénients de la société traditionnelle, et on a les inconvénients de la société postmoderne. Je vais donner un exemple très simple. On a des femmes modernes qui doivent travailler jusqu'à 21 heures, mais qui doivent aussi recevoir la belle famille jusqu'à 2 heures du matin. Donc, c'est assez particulier. Il faut pouvoir répondre à des injonctions contradictoires qui sont très difficiles dans la société actuelle. Quel est le lien avec la personne diabétique? C'est assez particulier parce qu'on lui demande de réagir, d'abandonner d'abord
une sorte de fruit, comment dire, et d'abandonner le sein maternel, d'être dans une société postmoderne qui a des exigences, d'accord, de changer de vie, sauf que c'est bien ancré. Elle est tiraillée entre des injonctions contradictoires, la restriction cognitive, elle augmente, et c'est d'où le problème des observances qui sont importantes, et d'où le problème de la psychoéducation qui est extrêmement importante. Et de pouvoir remplacer ce sein maternel, entre guillemets, ou cet objet de désir. Le remplacer comment ? Dans les pays développés, beaucoup l'activité physique. Chez nous, malheureusement, il y a, je pense, si je vais me risquer, c'est 11% de la population seulement qui a une activité physique régulière. L'activité physique dont ne vient pas en premier lieu, malheureusement, on ne peut pas remplacer chez une femme par la cuisine parce que ça va être difficile. Je plaisante que c'est sublimateur d'angoisse aussi. Il faut pouvoir remplacer cet objet de deuil. Et puis, il y a cette stigmatisation. On l'entend très bien, une personne qui se met en colère ou là qui est au volant, qui va crier, on va dire le voisin la fescar. C'est assez particulier. Il y a aussi une stigmatisation assez particulière par rapport aux diabétiques, qui est quand même assez péjorative ou négative dans le discours. Mais je vous l'ai dit au début, on est une société quand même assez violente dans la stigmatisation des personnes. Donc cette personne à laquelle vous allez annoncer dans une société en transition qui est assez particulière et qui est en recherche de repères, une maladie chronique qui va passer par un trouble de l'adaptation, qui n'a pas la personnalité ou qui n'a pas développé, on va dire, les possibilités de protection d'un point de vue individuel, peut faire un déni, ça vous le voyez, de la maladie. Des fois, on ne va pas prendre en charge tout de suite, comme elle peut faire un problème d'observance, comme on peut être dans un excès d'observance où la personne va finir par s'épuiser. Donc, les choses sont multiples. Je vais passer... bon, ça, c'est toutes les choses qui peuvent aider à aider au stress. Pour nous, quand même, la nourriture, elle est très importante, parce que c'est comme ça qu'on gère le stress, pour les Marocains, assez particulièrement. Le sport, j'en ai parlé. Les comorbidités psychiatriques. Alors, le plus courant, et on a tendance à surdiagnostiquer les troubles anxieux dans notre contexte, c'est-à-dire le contexte médical, en règle générale. Avant 6 mois, ce n'est pas un trouble anxieux, ce n'est pas pathologique. Quand vous avez une maladie chronique qui a été annoncée, quelle que soit la maladie chronique, il y a un trouble de l'adaptation qui va normalement ne pas dépasser les 3 à 4 mois, où il faut un accompagnement, où il faut pouvoir être dans l'acceptation, donc sortir du déni, être dans l'acceptation de la maladie et pouvoir mettre en place des règles de vie, d'une nouvelle vie, où il faut bien entendu pouvoir faire cette balance décisionnelle entre la positivité des choses, pouvoir trouver aussi ou générer des choses positives à travers la maladie, comme de l'activité physique, etc. C'est plus facile avec les jeunes qu'avec les adultes, ils sont plus adaptables. Après, nous avons les réels troubles, c'est-à-dire les réels, on sait par exemple que le trouble d'anxiété généralisée, on retrouve chez 14% des diabétiques, ça c'est un chiffre de l'OMS. Donc, ce sont des choses qui en général vont ensemble. Mais moi, quand même, j'aime bien dire une chose, ce n'est pas n'importe quelle personnalité qui a un diabète qui va vous faire un trouble d'anxiété généralisée ou qui va vous faire un trouble de l'adaptation. Il y a une fragilité à la base qui est épigénétique, qui vient de l'environnement et qui vient de la génétique de la personne, parce que ce sont des choses qu'on hérite. Alors donc j'ai parlé du trouble de l'adaptation, j'essaie d'aller le plus vite possible. La personnalité est importante parce qu'il y a une personnalité particulière, particulièrement dans notre contexte. On est dans le rejet de la maladie chronique et on est dans la magie. On est dans la magie dans quel sens? On cherche le remède magique. On n'aime pas les maladies chroniques, on cherche la plante magique, on est persuadé que si on prend du pamplemousse le matin, on n'aura plus de diabète. Il y a plein de choses assez particulières qui font qu'on fuit les réalités et quand on est dans une population qui fuit la réalité et qui n'aime pas mettre les mots sur les choses. Dans la preuve, quand on parle de cancer, on ne cite jamais le mot. Quelque chose qui est très tabou dans les familles marocaines, on dit juste la maladie. Donc c'est assez particulier, c'est des choses qui reviennent pour toutes les maladies chroniques. Alors les troubles du sommeil chez le diabétique sont assez courants. On a vu tout à l'heure, donc ce problème de cortisol élevé, le ratio de cortisol DHEA aussi a on va dire un lien avec la sérotonine basse. Qui dit sérotonine basse dit pas de mélatonine, dit pas de sommeil. Beaucoup ont tendance à prescrire de la mélatonine. Vous avez dû remarquer, ça marche pendant 1 ou 2 mois, après ça ne marche plus. Parce que si vous ne mettez pas un sérotoninergique, si vous ne remontez pas la sérotonine, eh ben vous aurez du mal de toute manière et à réguler la glycémie pour le patient qui a une anxiété, on va dire
une insomnie d'endormissement qui est liée à l'anxiété ou au trouble anxieux, souvent, et puis c'est multi-réveil dans la nuit. On trouve rarement chez le diabétique l'insomnie de fin de nuit qui, elle, est beaucoup plus dans des dépressions graves avérées. Donc l'addiction au sucre, après, maintenant qu'elle est officiellement répertoriée dans le DSM-5, elle existe. Le sucre et la cocaïne, c'est pareil, je m'avance. D'un point de vue récompense, donc quand on donne du sucre avec de l'eau à un enfant pour qu'il supporte un vol en avion, j'ai vu ça, hein, de manière importante, ben on crée un cerveau d'addict, c'est un cerveau qui réagit bien à la dopamine. Et un cerveau qui réagit bien à la dopamine, ben il va aimer les jeux vidéo, il va aimer les substances plus tard, etc. Donc c'est très important de pouvoir faire aussi ce lien. Et l'addiction au sucre existe. Vous avez les profils dopaminergiques qu'on retrouve particulièrement chez les femmes qui vont... Vous avez ce genre de patients qui vont vous dire « mais moi, j'aime pas manger la journée ». Ils n'arrivent pas à faire aller les 3 repas, les 2 collations et tout ça. Ils n'aiment pas manger la journée si je me jette le de l'échir. C'est à ce moment-là qu'ils ont faim. Mais en fait, les échelles de satiété et les échelles sont complètement, dénaturées. Ce sont des personnes qui n'ont plus les sensations de faim. La sensation de faim, elle correspond à une sensation d'angoisse. D'accord? Et la sensation d'angoisse de la tombée de la nuit, vous l'entendez, moral asr tanzir, en général, ce sont des personnes qui se mettent à manger ou qui font un premier repas à partir de 17 ou 18 heures. Ce sont surtout des femmes, ce sont des profils dopaminergiques et c'est de la compulsion. Il y a beaucoup de compulsions et là aussi ça se traite d'un point de vue accompagnement, mais sincèrement médicamenteux c'est beaucoup plus facile et des dopaminergiques, surtout pas les sérotoninergiques, ils ne marchent pas. Donc la restriction cognitive, on en a parlé un petit peu tout à l'heure par rapport au fait d'être assez souple par rapport au discours, parce que quand on dit à un patient avec un changement de vie, une entrée dans la chronicité, si on lui pose les choses de manière assez rude ou crue, on peut le perdre pendant un moment et puis va revenir, va être dans un état assez particulier. On est dans ce déni. Donc des fois, il faut d'abord une alliance avec le patient et peut-être lui annoncer les choses plus doucement, sur 2 ou 3 fois. On n'a pas toujours le temps, mais pour les patients et pour ne pas les perdre, c'est quand même beaucoup plus, on va dire, c'est plus doux. C'est plus doux parce que c'est assez agressif d'annoncer la maladie chronique et on a du mal avec ça. Alors, le suivi psychologique du diabétique, c'est l'acceptation de la maladie. C'est le plus difficile. Il y en a qui passent 20 ans et qui n'acceptent toujours pas la maladie. Donc, c'est assez particulier. C'est assez particulier, mais c'est gérable. L'acceptation de la maladie, il faut montrer les avantages et les inconvénients. Vous allez me dire quels sont les avantages du diabète. Ben, il faut dire que c'est un régulateur. C'est un régulateur dans quel sens? Dans le sens où on ne va pas lâcher, c'est un régulateur, c'est comme avoir quelqu'un qui va poser les balises par rapport aux différents risques organiques, se faire l'avocat du diable quelque part, et puis accompagner ces gens par rapport à leur personnalité. Parce que les patients, on a l'impression que tous ils se ressemblent, mais en fait ils ne se ressemblent pas. Ce sont des personnalités particulières avec des fragilités particulières. Et des fois l'écoute, c'est-à-dire on n'est pas tous les médecins font de la psychothérapie d'une certaine manière. L'écoute est importante au début et l'alliance est importante parce que vous voyez dans nos populations c'est assez particulier. Ils risquent d'être observants et puis d'être dans une logique de soins sur le long terme juste parce qu'ils aiment leur médecin. On n'est pas dans les pays scandinaves, c'est assez particulier, on est dans les liens affectifs et dans ce lien affectif, le créer avec son médecin, c'est toujours important. Et puis il y a toute l'éducation à la vie du diabétique, il y a des spécialistes pour ça. Les troubles sexuels et le diabète, c'est extrêmement important, c'est quelque chose qu'on occulte devant la maladie chronique. On ne parle pas de santé sexuelle, pourtant, moi je reçois beaucoup de patients diabétiques qui se sentent mal. Ils auront plus de facilité à en parler à un psychiatre, mais combien vont en parler à un psychiatre? On est 300 psychiatres, tous les diabétiques vont pas voir un psychiatre, donc ils doivent en parler à leur médecin de référent. Et c'est quand même important de leur expliquer, particulièrement aux hommes, parce que dans notre société, c'est quand même important, qu'une hémoglobine glyquée qui est inférieure à 7, on n'a pas de trouble d'érection, ce genre de choses. Ça pourrait être aussi on va dire des facteurs de médecine, enfin de facteurs de prévention par rapport à certaines décompensations diabétiques. Sinon, il y a beaucoup de traitements actuellement efficaces parce qu'il y a beaucoup de plaintes chez les patients diabétiques par rapport aux troubles sexuels. La clé, d'un point de vue psychologique, c'est la réduction des risques. La réduction des risques par une psychoéducation, mais il faudrait y aller par la base, c'est-à-dire une société moins violente,
moins agressive et une maladie chronique plus acceptée. Il nous faudrait un peu de temps et puis plus de civisme et moins de stigmatisation, mais ça, ce n'est pas par rapport aux diabétiques, c'est même moindre par rapport aux diabétiques, mais par rapport en général à beaucoup de pathologies chroniques. Et comme je suis psychiatre, j'en connais un bout par rapport à la maladie mentale particulièrement. Et voilà, donc je pense que la réduction des risques est la clé. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci.